Vincent Chrono. C'est bon, ici, ça tourne. Je reçois dans le cadre de ces magazines Entretien à Mbuji-Mayi le gouverneur de la province du Kasaï oriental. Il s'appelle Alphonse Ngoï Kassanji et je le prendrai dans une qualité double en tant que gouverneur, mais en tant que président sponsor de la formation de Sangabalende. Bonjour monsieur le gouverneur. Bonjour. Est-ce que monsieur le gouverneur, on peut parler aujourd'hui d'une province orientale calme, d'une province du Kasaï oriental calme, d'une ville de Mbuji-Mayi où il faut beau vivre et dans ses alentours? Certainement, notre situation sécuritaire est généralement calme sur toute l'étendue de la province. Notre population vit dans la paix. Je sais qu'on avait connu quelques problèmes dans les territoires de Kabeya-Kamona, où les miliciens qui venaient du Kasaï central, la province voisine, avaient fait incursion et ils s'étaient attaqués aux édifices publics et quelques actes de pillage enregistrés chez des compatriotes. Mais on a jugulé ça avec tact. Aujourd'hui, la paix est restaurée. En Mbuji-Mayi également, on avait vécu quelques jours d'insécurité où des bandits à main armée entraient chez des compatriotes, semaient terreur et désolation. On a pris une série de mesures qui ont conduit à l'instauration du couvre-feu. Et ces mesures sont en train de porter des fruits. Porter des fruits, en même temps, est-ce que ces mesures ont eu l'approbation populaire, l'approbation de tout le monde? Ou vous vous êtes imposé en force? Effectivement, il y a eu d'abord une consultation avec toutes les forces vives de la province, confessions religieuses, société civile, partis politiques, que ce soit de l'opposition, de la majorité, et une réunion interinstitutionnelle. C'est au cours de la réunion interinstitutionnelle qu'on a pris ces mesures. Et comme je vous l'ai dit, ce n'était pas quelque chose de personnel, mais de concerté. Donc voilà qu'aujourd'hui nous saluons les résultats enregistrés après ces mesures. Mais en même temps, il y a un parti, je le cite, l'UDPS, qui vous accuse personnellement d'intimidation et même plus grave d'entretien d'une milice privée dans la ville. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de milice privée. Il ne suffit pas de faire des écrits, des tracts, mais si vous avez suffisamment de preuves qu'il existe une milice ou des individus armés, il vous appartient de saisir la justice. Une justice qui ne peut pas se ranger derrière le gouverneur? Non, 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 non. La justice est indépendante. Comme vous le savez bien, nous avons ici les institutions provinciales, l'Assemblée provinciale. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et les judiciaires. Ce sont des pouvoirs indépendants. Et donc Ngoï Kassanji n'est pas l'homme le plus fort du Kasaï oriental. Mais non. Il peut être atteint par n'importe quel contribuable, n'importe quel citoyen. La justice est là. Chaque fois on a comparu. On a comparé en tant que gouverneur, on a comparé devant les instances compétentes et sans interférence, sans quoi que ce soit. Ici, tout pouvoir agit en toute indépendance. Vous n'êtes pas l'homme le plus fort de la province, mais pourquoi l'UDPS s'attaque personnellement au gouverneur? Vous savez très vous avez l'Assemblée provinciale qui vous a élu à la majorité, mais vous ne semblez être la cible quand même d'un seul parti. Allez-y comprendre quelque chose. Écoutez, ici, il y avait un parti qui s'était érigé en un État. Un État, presque. Quand on levait le drapeau de l'UDPS ici, il fallait que la population s'arrête. Personne ne pouvait porter un habit avec une figure de quelqu'un du pouvoir. Rappelez-vous que même le cortège du chef de l'État était victime de jets de pierre. Toujours par le même parti. Donc l'intolérance politique, ici, c'était l'État, l'UDPS État. Et donc, venir, changer cet état des choses, permettre à ce que d'autres partis puissent s'émouvoir, voilà la raison. Donc ici, il fallait imposer une opinion. Point barre. Donc, quand maintenant il y a diversité d'opinions, chacun peut parler librement, peut circuler librement. Voilà. Donc,
quand on a déjoué tout ça, c'est la raison de toutes ces attaques. Quand vous dites déjouer, c'est qu'il y a eu une stratégie. Qu'est-ce que vous avez dit à la population? Mais en même temps, est-ce que vous êtes un gouverneur écouté? Parce qu'il y a des quartiers, des communes contestataires comme Bipemba, que l'on appelle Bipemba révolutionnaire. Est-ce que Ngoï Kassanji peut dire un mot à cette population et cette population écoute? On y a été, on a été à Bipemba. Vous avez participé à la réunion, à la réception du bâtiment. C'était officiel. Vous aurez pu inviter une ou deux personnes pour vous soutenir. Non, mais là, je marche à pied, seul, tout seul, sans capitaux. Donc, il n'y a pas une commune où nous n'avons pas d'influence. L'autorité de l'État a été restaurée sur toute l'étendue de la province. Ça, je dois vous rassurer. Et par rapport au dialogue politique, vous avez été signataire dernièrement de cet accord politique. Vous croyez que cet accord qui prévoit des élections en 2018, mais en même temps une sorte de prolongation du pouvoir de Joseph Kabila, par conséquent votre pouvoir aussi à la tête de cette province, est-ce que ces choses peuvent passer? Cet accord peut passer dans une ville où on sent qu'il y a aussi l'influence d'un parti comme l'UDPS, où il y a hostilité? Écoutez, il n'y a pas grand-chose qu'un compromis, le dialogue. Le dialogue résout beaucoup de problèmes, pas la violence. Moi, je dois vous dire que notre constitution règle tous les problèmes. Donc, dans la constitution, il est prévu que le président en fonction, même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, reste en fonction jusqu'à la remise de reprise avec le président élu. Et le compromis trouvé, d'abord, il y avait une démarche, le chef de l'État convoqué du dialogue. Justement parce qu'il y avait des questions à régler. L'organe, donc l'institution qui organise les élections au pays, la CENI, avait exprimé le besoin d'un compromis politique par rapport aux contraintes d'ordre organisationnel. Justement, la question des nouveaux majeurs, des Congolais de l'étranger et des contraintes matérielles. Par rapport à cela, la CENI avait dit qu'il faut qu'un compromis politique soit trouvé. Et les chefs de l'État avaient déjà prévu cela en convoquant les dialogues. Ce dialogue a été soutenu par la communauté internationale pour éviter au pays de plonger le pays dans la violence, dans des guerres, dans des contestations indéfinies. Alors, aujourd'hui, faut-il aller aux élections? Je vous donne l'exemple du Gabon, où il y a eu perte en vie humaine, destruction, même etc. du Parlement, symbole de l'État. Est-ce qu'il faut aller à ces élections-là? Ou une opposition qui s'attaque aux édifices publics, à la destruction, etc. Non, il faut prévoir. C'est ainsi que je suis ici chez nous, nous saluons vraiment la sagesse du chef de l'État, qui a prévu tout ça. Et il dit, pour éviter toutes ces choses, il faut un dialogue. Et il a fait la démarche. La démarche était dirigée vers le parti de l'opposition, l'UDPS. Et l'UDPS a signé, il y a eu des accords signés. Et qui demeurait secret. Comme toujours, d'abord, il y a des discussions secrètes. Partout. Allez-y dans les grandes démocraties aux États-Unis, vous verrez que le Parti républicain, le Parti démocrate, ils se retrouvent et il y a des conciliabules, il y a des choses qui se font en bas, qui seront rendues publiques après. Donc, la démarche de rencontrer l'opposition, de trouver un compromis politique, c'est une sagesse. Et aujourd'hui, l'accord trouvé, vous l'avez suivi à Luanda, il y a l'adhésion de l'Union africaine, de toutes ces institutions, la francophonie et autres. Et ça, c'est une bonne chose, c'est un salut pour ce pays ici. Moi, j'invite les Congolais à adhérer aux résolutions trouvées, à l'accord trouvé. Et les autres partis qui n'étaient pas au dialogue, parce que l'accord est ouvert. Donc, ils peuvent venir. J'ai suivi aujourd'hui, ce matin, sur la radio Capi, que le rassemblement tend la main à l'Église catholique pour une médiation entre ceux qui étaient comment dirais-je, au dialogue de l'Union africaine et le rassemblement. Donc, pour jouer une sorte de médiation. C'est déjà une bonne chose. Mais moi, j'aurais aimé plutôt qu'ils disent que nous voulons adhérer à l'accord et quels sont
conditions, comment, parce que c'est ouvert, qu'ils viennent, ils peuvent rencontrer le facilitateur, Eden Kodjo, et essayer de trouver, parce que c'est ouvert, c'est pour tout le monde. Vous ne pensez pas quelque part, en tant que politicien de la majorité et stratège de cette majorité présidentielle, que vous bloquez un peu les choses? Les gens du rassemblement qui ne veulent pas d'Eden Kodjo, qui ne veulent pas des Kabila dans une prolongation de pouvoir, vous voulez qu'ils viennent dans cette logique-là. L'UDPS propose clairement qu'il y ait un nouveau régime, un régime spécial. Écoutez, est-ce que le régime spécial est constitutionnel? Il faudra bien leur poser la question. Non, mais écoutez, quand ils parlent d'un régime spécial, c'est-à-dire qu'il sort de la Constitution. Or, le dialogue a comme sous-bassement la Constitution, le respect de la Constitution. Et donc, envisager un régime spécial, c'est-à-dire un régime anticonstitutionnel. Pour moi, j'aurais aimé, j'aurais souhaité, parce que réquiser Eden Kodjo, finalement, il a été là. Quel est son rôle? Son rôle était de faciliter. Moi, j'étais délégué au dialogue. Eden Kodjo ne dirigeait pas les choses. C'est nous-mêmes qui dirigeons, de part et d'autre, du côté de l'opposition. Donc c'était une sorte de garantie. Il y avait un co-modérateur, du côté de la majorité, un co-modérateur. Lui était là comme facilitateur. Vous le réquisez pourquoi? C'est comme toujours, nous savons bien notre opposition. Rappelez-vous, vers les années 92, il y a eu Abdoulaye Wade qui est venu ici pour essayer de faciliter les choses et aider l'opposition à discuter avec le pouvoir et trouver un compromis qui fasse avancer les choses. Le même comportement s'est affiché. Donc on a réquisé Abdoulaye Wade en disant qu'il était corrompu, etc. Alors qu'Abdoulaye Wade, dans son pays, il avait accepté d'être nommé par le pouvoir en place comme ministre d'État. Donc un opposant qui a accepté d'être ministre d'État, justement pour faire avancer les choses. Et après, au bout de 2 ans, Abdoulaye Wade qui était ministre d'État, qui avait accepté de collaborer avec le pouvoir, au profit de la nation sénégalaise, finalement il était élu président de la République. Et même reconduit. Reconduit. Alors que chez nous, 7 ans de transition, on a donné du souffle à Mobutu, qui n'était pas là. Si on avait accepté les conseils d'Abdoulaye Wade, on serait très loin. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, venez, on dialogue, on réquise. Donc la réquisition, ici chez nous, c'est connu, c'est le mode, c'est le comportement par excellence de notre opposition dite radicale. Il faut réquiser tout le monde. Même, et tout ça, ça profite à qui? Et cette population, si elle ne profite pas de ça, est-ce qu'elle va accepter? Brièvement, est-ce qu'elle va accepter? La population. Je parle de la population du Kasaï oriental, pas congolaise. Dans votre secteur, dans votre agglomération, est-ce que ces messages passera? Je vous dis, je vous dis sincèrement que la population a compris. Elle a déjà compris. Elle connaît le comportement. Comment voulez-vous que quelqu'un, où vous êtes de l'opposition, les gens qui viennent du pouvoir, quelqu'un vient du pouvoir, il ajoute du pouvoir, il était au pouvoir, il vient, du coup, perturber tout ce que vous êtes entendu. Vous prenez le dialogue. Le dialogue vient de qui d'abord? Avant toute chose, qui a parlé du dialogue? Toutes les 3 années précédentes ici, c'était M. Etienne Tshisekedi. Il parlait du dialogue, il dit pour nous ici la solution c'est le dialogue. Même ces messages de fin d'année, c'était toujours le dialogue. Vous arrivez au point où il faut dialoguer. Non, ceux qui étaient au pouvoir viennent, ils vous perturbent et ils vous entraînent dans une sorte d'histoire là, on dit de rassemblement, etc. Est-ce que c'est pour l'intérêt de la nation ou pour leurs intérêts? Pour qu'ils se retrouvent, eux, qu'ils se repositionnent au pouvoir. Ils ont eu quelques problèmes, je ne sais pas lesquels, et ils viennent vous perturber dans la bonne démarche entreprise par vous-même. Et là, vous vous retrouvez maintenant avec les gens du pouvoir qui ont quitté pour leur profit. C'est pourquoi la population du Kasaï a compris. Nous essayons, nous allons continuer à la sensibiliser pour saisir la chose la meilleure. Cet accord, c'est le salut pour la nation congolaise.
En même temps, s'il faut parler de la vie dans cette province, je remarque que ça n'évolue pas. En matière de voirie urbaine, ça n'évolue pas avec les stades attendus par cette population kassaïenne qui vit en province, à Kinshasa, mais aussi à l'extérieur. On se demande, mais finalement, où sont passées ces promesses du stade Kachala Bonzola faites par le gouverneur Ngoï Kassanji? Il s'agit d'un mensonge ou jouera Sangabalende cette saison puisque l'équipe est en interclub de la CAF? Écoutez, il faut d'abord saluer les travaux. Vous avez trouvé que les travaux sont exécutés à la hauteur à 70%. Mais avec une lenteur. La lenteur se justifie par le fait qu'il y a eu des contraintes d'autobudgétaire, des prévisions en fait, et du coup le démembrement intervenu. Ça a été quand même, il faut le reconnaître, un peu brutal. Donc ce n'était pas prévu, on ne prévoyait pas ça. Et les moyens principaux venaient de la rétrocession. Et quand on a démembré même la rétrocession, donc le moyen qu'on avait était aménagé, c'était aménagé. Et il faut rechercher des financements. Donc on n'a pas d'appui jusque-là, notre appui, parce que la reconstruction, la construction doit être participative. Donc on a tendu la main, j'avais organisé une sensibilisation à Kinshasa pour que les bonnes volontés viennent en aide et que nous puissions arriver à achever les travaux. Et, au plan infrastructurel, comme vous le savez, nous avons asphalté ici, nous avons des routes que le gouvernement provincial a asphaltées, plus de 20 km ou 22 km de la voirie urbaine, mais il y avait un contrat signé avec le gouvernement central pour l'asphaltage de 20 km de route. Nous avons le regret de le dire ici, que nous sommes la dernière province qui n'a bénéficié que 1,2 km. La province du Kasaï central voisine ici, ils en ont eu 17 km. C'est votre faiblesse en matière de recettes? Pas les recettes, je vous dis que c'est un contrat signé. Le financement venait du gouvernement central. C'était tiré sur notre budget d'investissement, les budgets d'investissement des provinces, qui est exécuté par le gouvernement central. Et on a signé, il fallait ici bénéficier de 20 km de route bitumière. Mais hélas, donc ça dépendait de la volonté du Premier ministre. Le stade... qui ne l'a pas manifesté, ailleurs il ne l'a pas fait. Pour quelles raisons ici chez nous, il n'a pas voulu qu'on exécute ces travaux. Je lui ai posé cette question en présence de mon collègue gouverneur du Kasaï central, qui a confirmé que chez lui, il y a 17 km de route asphaltée sur la base de la convention signée avec le gouvernement central. Mais nous, je me dis, Excellence, pourquoi cette injustice? Le stade, il sera prêt quand? Nous pensons intensifier notre campagne de mobilisation de ressources ce mois de novembre. Et la fin de l'année est déterminante pour nous, décisive. En même temps, je le disais en préliminaire, vous êtes aussi le président sponsor de Sangabalende, l'équipe des anges et des saints. À quand vous arrêterez d'être sponsor et que le public, les supporters deviendront aussi sponsors de leur équipe? Parce qu'ils ont dit qu'ils devaient devenir sponsors de leur équipe. À quand? Nous regrettons ici, quand on parle de Sangabalende, on croit que Ngoï Kassanji l'homme à tout faire. Et pourtant, ça ne doit pas être ça. Nous avons bousculé les choses. On a relancé un Sangabalende qui n'existait pas. Aujourd'hui, il est temps que ces fanatiques comprennent que la construction d'une équipe ne doit pas être l'affaire d'un individu. Il va s'essouffler. Donc il faut que tout le monde participe. D'ailleurs, j'avais apprécié l'intervention d'un fanatique lors de notre assemblée générale qui avait dit que nous avons construit un immeuble en étage, mais sans fondation. Sans fondation, il a expliqué que c'est parce que aujourd'hui c'est Ngoï Kassanji. Si Ngoï Kassanji arrête, eh ben, l'immeuble s'écroule. Alors il faut que tout le monde participe. Toutes ces bonnes interventions n'ont rien produit. Je reviens en interpellant nos fanatiques de partout, ceux qui sont à Kinshasa, qui nous suivent à travers le monde. Nous avons besoin de leur participation, de leur contribution. Les numéros de compte leur ont été communiqués. Nous allons revenir. Je crois que notre chargé de communication doit relancer cela pour qu'ils fassent leur participation
et que les sponsors, les bonnes volontés peuvent venir. Nous sommes un produit qui se vend bien sur le marché. Nous avons des fanatiques partout. Il n'y a pas un seul club en RDC qui a autant de fanatiques partout. Donc, vous parlez toujours de l'influence de cette équipe, excusez-moi, mais on sent qu'au niveau des instances, c'est vous qui souffrez le plus. Le seul club dans votre zone centre-sud à faire autant de déplacements pour une phase aller. Et vous parlez d'un club influent? Influent par rapport, disons, par rapport à ces fanatiques. Nous avons des fanatiques partout qui soutiennent, qui supportent l'équipe. Mais par rapport aux difficultés, nous en souffrons parce que c'est moi-même qui sponsorise le tout. À notre position géographique, nous dépensons plus que tous les clubs de la République. Et on avait exprimé cela auprès du comité organisateur, donc du comité de gestion de la Ligue nationale de football, pour, dans ces calendriers qui tiennent compte de cela, nous permettre de jouer. Par exemple, quand nous allons à Lubumbashi, nous puissions jouer au moins 3-4 matchs sur place et le reste des matchs qu'on vient de jouer ici. Mais on regrette la programmation des matchs fait que vous jouez un match à Lubumbashi, vous êtes obligé de rentrer en Bujumbura et regagner Lubumbashi. Or, un seul déplacement nous coûte au moins 50 000 $. C'est pas facile. Et nous n'allons pas continuer comme cela. Si nous devons rediscuter avec le comité de gestion par rapport à la programmation des matchs, parce que maintenant là, nous en sommes essoufflés. Je vais chuter par cette équipe de Sarabalende. Quel objectif cette saison? D'autant plus qu'on sait que vous voulez jouer les playoffs et en même temps il y a la Coupe d'Afrique interclub de la CAF qui arrive. Vous avez utilisé votre stratégie habituelle de faire un recrutement caché. Est-ce que ça va aller cette saison? Ça va aller parce que déjà au stade où nous sommes dans notre poule, nous sommes ex-aequo avec Mazembe. Nous avons un match en retard. Donc on a fait 2 matchs nuls. Mazembe est en train de jouer la finale, la coupe de la CAF. On a joué dernièrement. Mazembe, c'était un nul. Mais Sarabalende avait toutes les chances de l'emporter. On regrette les résultats, mais... Vous ne gagnez pas chez vous non plus. Écoutez, nous allons comprendre. Je sais que notre terrain joue contre nous-mêmes aussi. C'est pourquoi nous devons accélérer les travaux pour avoir un bon terrain qui nous permet de faire de bons résultats. Parce que sinon, comment ça se justifie qu'on gagne ailleurs, qu'on gagne à Lubumbashi que chez nous? Donc, nous avons compris que c'est le terrain qui joue en notre faveur. Et l'objectif? Notre objectif, c'est de... Vous écartez déjà la place des champions de la Ligue Foot, apparemment. Non. Parce que vous tentez ça depuis plusieurs années, gouverneur, ça ne marchait pas. Mais vous savez que cela dépend du pouvoir organisateur qui programme les choses comme il veut. L'année passée, comment justifiez-vous que des matchs de Sarabalende se terminent avant les autres équipes? Donc il y a eu 3 journées après. Mais Sarabalende a terminé ce match avant. Ça veut dire qu'on a voulu voir les résultats de Sarabalende et commencer à favoriser les autres équipes. C'est-à-dire que là, le pouvoir organisateur, s'il veut que Sarabalende puisse... Bon, il va organiser les choses de cette manière-là. Et commencer à délibérer sur des litiges à la fin du championnat. Et là, vous trouverez que des matchs joués à la première journée, on commence à infliger des forfaits maintenant à la fin. Est-ce que ça se justifie? Ça s'explique nulle part au monde que chez nous. Donc il faut que cet état de choses se corrige et on aura un véritable champion. Qui sera Sarabalende, vous pensez? Moi je crois que si on laisse s'exprimer, c'est-à-dire la vérité du football, nous allons gagner le titre. Hélas. Nous garderons bien cette émission, faire pression sur la Ligue et voir si Alphonse Ngoïka a déjà eu raison un jour. C'est vrai, il faut garder, il faut dire qu'on cesse les comportements de programmer des matchs et de commencer vers les calendriers qui n'est pas un calendrier complet. On sort un calendrier des journées et on commence à
faire jouer d'autres équipes avant. Et les équipes, pour eux, pour le pouvoir organisateur, c'est-à-dire, il y a une équipe qu'ils veulent, et eux veulent avoir comme champion. Et là, on commence à les faire jouer. Vous allez voir, on commence à nous donner des points. À la fin, bon, tel match qu'ils ont joué, on avait aligné un joueur comme ça, bon, un forfait. Pourquoi est-ce que les litiges là ne pouvaient pas être réglés à l'avance? Pourquoi on attend à la fin? C'est-à-dire que, voilà, c'est comme toujours, on arrête les championnats, on fait des choses, et à la fin, bon, quand Sangha-Balende sort premier, là on arrête pas les championnats. Vous avez vu, la saison passée, Sangha-Balende sorti premier, on n'a pas arrêté les championnats. Donc quand Sangha-Balende est cinquième, on arrête les championnats. Ce sont des choses que nous pensons qu'à la longue, ça va se corriger. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci, monsieur, à travers cette émission, de supporters, à reprendre ces termes sponsors de leur équipe pour pouvoir être véritablement propriétaires. Merci à tous les amis qui nous ont accompagnés dans le cadre de cette émission qui s'est tenue ici à Mbuji-Mayi. Merci et nous nous retrouvons prochainement sur nos différentes chaînes de diffusion. Au revoir. Je reçois dans le cadre du magazine Entretien, ici à Mbuji-Mayi, un homme dans sa double casquette. Il est gouverneur de la province du Kasaï oriental, mais en même temps président sponsor de la formation des Sangha-Balende que vous connaissez très bien. Il s'agit d'Alphonse Ngoyi Kassanji.